Alors, c'est à la fois avec un grand honneur et un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui ici à Lille, professeur Serre du Collège de France. Je rappelle que le professeur Serre est récipiendaire récemment, juin 2003, du prix Abel, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Donc, pour citer, ce prix lui a été décerné pour son rôle central dans l'élaboration de la forme moderne de nombreux domaines des mathématiques, notamment la topologie, la géométrie algébrique et la théorie des nombres. Alors, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette petite entrevue. Merci. La première question. Donc, le prix Abel vous a été décerné pour la première fois en juin de cette année. Quelle a été votre première réaction, Réaction de plaisir, bien entendu, oui. J'avais moi ma propre liste de candidats pour le prix Abel, mais j'ai été très heureux que ce soit moi qui soit choisi, tant plus que c'était le premier de la série. Quant aux explications là, que vous avez données, bon, ce sont des approximations quand même. Je n'ai pas fait des choses si fondamentales, ni en théorie des nombres, ni en d'autres sujets. Mais enfin, ça m'a fait plaisir de voir que ce que j'avais fait était apprécié. Vous avez devant vous ici un géomètre et un topologue, et vos travaux ont littéralement façonné notre carrière. Donc, au fait, j'aurais une petite question, peut-être un peu partisane. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la topologie et de la géométrie algébrique dans le siècle qui commence? Alors, c'est une question qui est facile, parce que je ne vois pas. Ça, je ne prétends pas savoir comment ça va se développer. C'est évident que si on avait posé la même question à quelqu'un de mon âge en 1950, il n'aurait absolument pas deviné ce que Grothendieck a fait, ou d'autres, les choses de Langlands par exemple. Tout ça a été surprenant. Donc je pense que ce sera la même chose, que les spécialités vont évoluer, mais d'une façon que je ne connais pas. On peut simplement voir des choses qui ont été entamées il y a déjà 30 ou 40 ans, et effectivement la philosophie de Langlands, ça va certainement dominer les maths pendant un certain temps, dans cette branche-là, parce que c'est une unification à la fois de la théorie des groupes, de la géométrie algébrique sur des corps de nombres, de la théorie des motifs, enfin il y a vraiment beaucoup de choses là. Mais il y a des tas d'autres choses qui vont arriver. Par exemple, récemment, on a appris que peut-être la conjonction de Poincaré était démontrée. Ça, c'est quelque chose de magnifique, d'autant plus magnifique si ça marche que c'est un résultat de topologie et qui serait obtenu par des méthodes d'analyse. Alors moi, ça me fait plaisir, parce que j'aime bien que les maths soient une et non pas plusieurs. Et par exemple, on m'a quelquefois posé la question de savoir si je me sentais plus algébriste ou géomètre. C'est difficile à dire. Je suis certainement moins géomètre que Gromov, que vous avez vu, c'est vrai. Mais quand même, j'aime bien la géométrie aussi. Au fait, je crois que vous avez en partie aussi répondu à ma prochaine question, qui est d'après vous, les grandes tendances ou les grandes questions mathématiques qui pourraient se poser au XXIe siècle, et surtout si vous entrevoyez des révolutions du genre qu'a connu la topologie algébrique ou la géométrie algébrique dans les années 50, 40, avec vos travaux en particulier, les travaux de Grothendieck, ce genre de choses. Même les travaux de Grothendieck, je ne vois pas ça du tout comme une révolution, non, c'est une continuation. Je ne crois vraiment pas à la notion de révolution mathématique, ça. Non. Nous comprenons très bien ce qu'ont fait des gens il y a 50 ans, nous comprenons un peu moins bien ce qu'ils ont fait il y a 100 ans, mais quelquefois nous apprécions beaucoup des choses de Gauss il y a 200 ans. Non, on ne pourrait pas le terme de révolution. Mais il y a différentes branches, différentes idées surtout, qui interviennent. Je suis très curieux personnellement, sans m'y intéresser directement, aux idées qui viennent de la physique, de ce qu'on appelle la physique théorique, qui est un curieux domaine, qui semble n'être pas vraiment de la physique pour les physiciens, qui n'est pas des maths non plus pour les mathématiciens, mais qui suggère des énoncés, ce qui est déjà beaucoup,
Ça semble être l'une des choses vraiment intéressantes des maths depuis 10 ans ou 15 ans. Mais je soupçonne que les maths vraiment intéressantes, elles seront sur des choses que je ne connais pas du tout. Ça me paraît souhaitable même. J'aurais une question un peu d'ordre historique. Peut-être on vous l'a posée plusieurs fois. Est-ce que vous seriez un peu peut-être nostalgique envers cette période d'or qu'a connue un peu les mathématiques françaises à travers Cartan, Grothendieck, Weil, Bourbaki, disons, et comment l'avez-vous vécu? Oh, j'ai vécu avec un grand plaisir, ça, il n'y a pas de doute. Vous faites allusion à la période des années 50. Il y a eu en effet un épanouissement, les choses sont ouvertes, mais franchement, il y a peut-être une raison de nature sociale ou historique, qui est que la guerre de 40-45 a au fond arrêté un certain nombre de choses qui se seraient développées à ce moment-là. Et donc je me suis retrouvé dans une position favorable juste après la guerre, que des tas de théorèmes qui auraient dû être déjà publiés ne l'étaient pas. Ils attendaient qu'on les trouve et qu'on les sorte. Donc il y a eu une grande moisson à ce moment-là. Mais nostalgie, non, pas. Mais c'était une période très agréable. Je voulais vous poser cette question déjà. Quel était votre type d'investissement à la rue d'Ulm? Et là, je pense votre type d'investissement à la rue d'Ulm. Autrement vous voulez dire comme élève en tant qu'enseignant. Là, je pense à Jean-Pierre Serre comme enseignant. Je n'ai pas beaucoup enseigné à la rue d'Ulm, en fait. J'ai fait de temps en temps des cours avec un succès assez mitigé. Les dernières années, par exemple, j'étais assez mécontent parce que je faisais des cours que j'avais assez bien, enfin, relativement préparés, je savais ce que j'allais dire, sur 1h30 avec une introduction. Et puis, au début de l'heure et demie, il y avait peut-être le tiers des élèves qui étaient là. Ils arrivaient petit à petit, et les derniers arrivaient 3 quarts d'heure en retard. Et ça rompait complètement pour moi mes exposés. Donc je n'ai pas été très content de mes cours. Bien que j'en ai tiré quand même un bouquin, le cours d'arithmétique a été fait. Mais je me souviens d'un de ces cours-là, d'ailleurs, je crois, où, ça devait être le mercredi, le jour du canard enchaîné, où l'un des élèves arrivait en retard, avec le canard enchaîné, s'asseyait au premier rang et ouvrait le journal, pendant que je racontais l'arithmétique au tableau. Et malheureusement, je ne l'ai jamais mis dehors. J'aurais dû. Donc mes sentiments sur les cours à l'école normale ne sont pas très, très favorables. Vous pourrez peut-être supprimer ça de votre interview si vous voulez. J'ai préféré faire des cours à Harvard, par exemple. C'est bien plus agréable. Pourquoi? Les étudiants étaient là, par exemple. Quand je faisais cours à Harvard, j'avais des étudiants au début. Et ils étaient intelligents. Et l'envoyé aussi, ils étaient intelligents, c'est pas la question. Mais c'était pas le même esprit. Vous en avez tiré plusieurs bouquins de vos cours à Harvard, par exemple sur celui sur la groupe Les Gallois, je pense. Oh oui, un très vieux aussi sur les groupes de Lie, par exemple. Oui. Je n'en ai pas tiré beaucoup par rapport aux cours que j'ai fait. J'avais au moins pas 15 à 20 fois. Alors là, j'ai dû en tirer à peine 2 ou 3 livres, c'est tout. Non, avec l'expérience que vous avez, la sensibilité pour les mathématiques, bon, et pour la géométrie, parce que, comme disaient les collègues, je suis aussi géomètre. Et lorsqu'on enseigne les mathématiques au collège et au lycée, quel est, d'après vous, l'état d'esprit qu'il faut faire sentir le plus aux élèves? Non, ça, vous ne pouvez pas me demander ça, parce que je n'ai jamais enseigné pratiquement qu'au Collège de France, quoi. Et c'est vraiment différent. Donc je ne sais pas, je peux me souvenir des cours que j'ai eus quand j'étais élève, mais ça c'est dans les années, c'est les années 40, vous voyez, c'est quand même loin. Et qu'est-ce que vous attendiez alors de votre professeur de mathématiques? J'hésite à répondre parce que j'étais un élève, quoi, donc les cours c'était des choses qui étaient obligées, je suivais des cours d'histoire, de géographie, d'autres qui m'ennuyaient, mais de latin. Alors celui de maths ne m'ennuyait pas, mais en général je savais déjà ce qu'on me racontait parce que je l'avais lu par curiosité, j'avais lu les livres
plusieurs années à l'avance. J'ai un seul souvenir précis qui est que en maths-LM, en terminale, comme on dit maintenant, le professeur était très rigoureux sur même les détails de la rédaction des devoirs. Quand on traçait une fraction, on devait tracer le trait à la règle. Le trait devait être sur la ligne, le signe égal devait être de part et d'autre de la ligne. Et quand il faisait des dessins au tableau, il s'armait d'un compas avec de la craie et il faisait des dessins sur le tableau parfaitement précis. Et il m'a donné de bonnes leçons de choses comme ça. Et il m'a préparé au concours général aussi, ce qui était gentil de sa part. Je vous pose une question de nouveau sur un peu vos dernières publications. Je dirais, vous avez publié récemment la correspondance Grothendieck-Serre. Oui. Donc, bon, qu'est-ce qui vous a, pouvez-vous nous dire, ce qui vous a poussé un peu à faire ceci? Pourquoi maintenant? J'ai une correspondance assez abondante avec pas mal de mathématiciens, mais celle avec Grothendieck était particulière parce que d'abord, il a fait retraite du milieu mathématique depuis déjà plus de 30 ans. Et puis, notre correspondance était entièrement sur des maths. Il n'y avait pratiquement pas le petit genre d'échange, vous voyez, personnel, comment ça va, comment va ta femme, qu'est-ce que tu vas faire du ski, tout ça. Il n'y avait absolument rien de tel. C'était simplement soit K un corps, soit S un schéma, et on discutait. Ce qui est dommage, c'est que ça ne représente pas du tout ce dont on a discuté pendant 10 ou 15 ans. On avait fait beaucoup plus que ça. Par téléphone, par exemple. Mais le contenu mathématique est quand même très abondant. C'est pour ça que je voulais la publier. Puis ça aide à comprendre quand même cette chose qui est un peu difficile, tout de même, cette grosse masse que sont les EGA, les SEGA de Grothendieck. Ça montre d'où ça vient, comment ça s'est fait. Par exemple, la notion de schéma, elle était dans l'air, c'est pas du tout une invention de Grothendieck, cette notion de schéma. Les gens le disent, mais c'est pas vrai. Nous le savions et ça remontait à des gens. En substance, on peut dire que Krull, dans Ideal Theory, était habitué à localiser, par exemple, systématiquement. Ça, c'est vraiment une idée de Krull, je crois. Krull dirait peut-être que c'était quelqu'un d'autre avant lui. Mais en tout cas, la localisation, c'était une idée qui avait déjà 15 ou 20 ans quand on l'a utilisée. En fait, on savait tous que c'était un peu embêtant à faire. C'était un peu embêtant. Et Grothendieck lui-même n'a eu le courage de le faire quand il a eu des applications vraiment concrètes. Par exemple, le théorème des fonctions homomorphes formelles. Il a eu des applications ou les théorèmes sur les groupes fondamentaux. Alors ça, c'est vraiment, ça l'a convaincu que ça valait la peine. Mais c'était plutôt un sens de devoir qu'une invention, ça. Ça n'a pas été rédigé avant, c'est ça? Pas été rédigé, on n'avait pas bien vu non plus. Lui, il a vu beaucoup mieux, parce que je sais que si je l'avais fait, par exemple, j'étais très près de faire ce genre de choses. J'aurais mis des tas de conditions sur l'anneau, par exemple, l'anneau commutatif, qui était notérien, qui était peut-être de type fini sur Z, des trucs comme ça. Et Grothendieck a eu le grand mérite de comprendre que la seule catégorie d'anneaux commutatifs qui soit utile, c'est celle de tous les anneaux. C'est celle qui est la plus stable par toutes les opérations qu'on fait. Dès que vous essayez de dire pas d'élément nilpotent ou bien notérien, cela, immédiatement vous tombez sur des opérations qui vous font sortir de la famille. Mais ça, il fallait un certain courage pour penser que la géométrie algébrique marcherait sur un anneau quelconque. Ça, c'était plutôt là qu'était l'idée de la notion même. Certains diraient que cette correspondance est d'autant plus riche que Grothendieck était beaucoup plus dans l'abstrait, vous étiez peut-être un peu plus du côté du concret. Est-ce que ceci est vrai? C'est vrai sous la forme que Grothendieck avait tendance à s'intéresser à une catégorie, par exemple. Pour lui, c'était un objet mathématique, une catégorie. Moi, j'avais tendance à m'intéresser plutôt à un objet comme ici, E8, j'aime bien E8. Il y avait une différence de goût
Alors c'était assez commode pour lui parce que je pouvais lui donner des exemples et surtout des contre-exemples. Quand il était un peu trop optimiste, je lui disais, ben, tiens, tu sais, il faut faire ça. Et assez souvent, je lui donne des contre-exemples. Mais c'est exact qu'on avait des points de vue assez différents. Ce qui d'ailleurs est maintenant pour collaborer un peu, parce que ça ne sert à rien de parler avec quelqu'un qui a le même point de vue que vous. Vous n'apprenez rien. Je ne pense pas qu'il y ait eu avant. Il y a eu un accident, j'avais démarré ce genre de choses avec FAC, bien sûr, mais en même temps, j'avais pas envie de continuer dans la direction des fondements. Et Godanic, lui, avait pris ça en charge, et alors on en parlait tout le temps. On a failli faire un article ensemble, mais on a bien fait de ne pas le faire, sur la théorie des revêtements. On a bien fait parce que je l'aurais certainement ennuyé en voulant mettre des conditions techniques sur les anneaux, des choses comme ça. Donc il avait un sens finalement très juste de la généralité qu'il fallait. Il avait quelquefois un peu au-delà de la généralité qu'il fallait, il pas ça. Et moi je restais en deçà. Quels ont été pour vous les grands moments de votre carrière? Mathématiques, surtout. J'aime pas le terme de carrière, parce que le terme de carrière sous-entend que le grand événement de ma vie, par exemple, aurait été d'avoir une médaille, d'être professeur au Collège de France, ou des choses comme ça. Non, ça n'a jamais été mon intention. Alors, j'aurais peut-être mieux formulé la question. Certains mathématiciens ont en particulier un certain c'est-à-dire un certain moment qui est fabuleux, une découverte d'une chose qui est très importante, une idée qui germe. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Donc, ça, en tant que topologue, par exemple, ça a été la première chose que j'avais compris que la théorie de Leray devrait pouvoir servir à faire de l'homotopie, mais j'avais besoin d'un espace fibré dans telle et telle propriété. Et vraiment, il n'existait pas avec les définitions de l'époque. Et puis, en rentrant de vacances un beau jour, dans une couchette de train, j'ai instantanément vu que l'espace des chemins sur un espace, si on acceptait de le voir comme fibré, avait toutes les propriétés que je voulais. Alors là, ça c'était vraiment un éclair qui était évident que c'était ça. Et c'était ça, bien sûr. Alors ça, c'est très agréable. Mais c'est extrêmement rare. Je ne sais pas, ça avait dû m'arriver une fois ou deux, pas plus. Non, ça... On m'a posé la question sous une forme un peu différente. Le plaisir ou pas plaisir à écrire certains articles. Alors effectivement, il y a des articles qui étaient faciles à écrire. FAC, par exemple, aucun problème. Et d'autres, quelquefois des petites choses réellement difficiles, réellement pénibles. Où j'ai fait des conjectures, c'est il y a une dizaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, j'ai fait des conjectures précises sur les formes modulaires. Et là, alors, je m'engageais beaucoup parce que l'article entier est conjectural et je voulais que les conjectures soient très précises, c'est-à-dire qu'on puisse les démolir, vérifiables sur ordinateur et démolissables sur ordinateur. Et ça fait peur. Et d'ailleurs, j'avais raison d'avoir peur parce qu'en fait, l'une d'elles, pour les caractéristiques 2 et 3, était fausse. Mais c'est moi qui ai trouvé le contre-exemple juste après avoir publié l'article. Et puis j'ai limité aussi les dégâts, j'ai vu exactement pourquoi c'était faux et ça devait être vrai dans les autres cas. Mais ça a été dur. Mais certains articles, une fois que l'idée de base, par exemple le FAC, vraiment, une fois que l'idée de base vous l'avez, il n'y a aucun problème, vous commencez à taper à la machine et puis ça vient. Le style m'avait été donné par Cartan et Bourbaki. On démontre tout simplement. On ne laisse pas au lecteur les vérifications, on les fait, et ça marche. Quelles seraient les choses que vous souhaiteriez voir résolues dans les prochaines années? Est-ce que vous voulez travailler un peu plus sur la conjecture, sur l'hypothèse de Riemann, par exemple? Vous avez... j'ai jamais eu l'illusion que je pourrais travailler sur l'hypothèse de Riemann, non.
Il faut avoir des raisons de penser qu'on tient quelques goûts, quelques méthodes plus ou moins originales. Ça ne sert à rien sur un problème aussi difficile de se dire je vais travailler dessus. Non. Parce que pour les problèmes de Fermat, vous avez été d'un grand rôle. Mais par contre, Fermat, indirectement... Fermat, vous savez, s'il y a 20 ans, ou un peu plus de 20 ans, on m'avait dit « Ah, quelqu'un a trouvé une solution à Fermat », j'aurais dit « Ah, que c'est sympathique, ça fait un problème de moins que l'on a, regardez. » Ensuite, il y a eu cette idée de Frey, qui a été précisée par Rivet, que Fermat était impliqué parce que l'on appelait à cette époque la conjecture de Weil. Ah, du coup, au contraire, si on avait trouvé un contre-exemple ou un exemple à Fermat, ça aurait été affreux parce que toute la philosophie autour de ces conjectures de Weil se serait effondrée. Donc là, au contraire, ça devenait intéressant. C'était qu'à ce moment-là que je me suis intéressé un petit peu à Fermat. Et encore, épisodiquement, pour moi, ce qui était important, c'était la conjecture de Weil, et même plus généralement toute la philosophie avec, qui est que les motifs, d'une part, doivent être liés à des formes modulaires. Il y a vraiment un dictionnaire qui reste encore à établir et qui est passionnant. Une question que j'aimerais voir résoudre, je ne sais pas par qui alors ça, c'est la conjecture de Hodge. Parce que là, je crois que personne ne sait vraiment si elle doit être vraie ou elle doit être fausse. C'est une conjecture qui n'est pas... L'hypothèse de Riemann, on est sûr qu'elle est vraie. Conjecture de Hodge, vraiment. Ça serait bien intéressant si on montrait qu'elle est fausse. Mais il faudrait comprendre pourquoi, bien sûr. Pour les mathématiques, disons, quand vous étiez jeune, disons, qu'est-ce qu'il y a eu? Je peux me poser des questions. Vous posez des questions. Un peu bêtement, mais des questions élémentaires, quelquefois. Bon, si vous voulez un exemple, quand je devais être en 3e ou 4e, j'avais dû apprendre ce que c'était qu'une dérivée. Je l'ai appris tout seul, enfin tout seul, en cherchant dans un bouquin, mais personne ne va m'expliquer. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Bon, ça sert à chercher les maxima et minima. Ben, je m'étais dit, je vais regarder la courbe, sinus x plus sinus 2x. Je vais la tracer, je vais tracer quelques points. Et puis je m'étais dit, je vais chercher le minima et le maxima par les dérivées. Je vais écrire la dérivée nulle. Alors la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Celle de sinus 2x, c'est cosinus 2x. Alors j'avais écrit cosinus x plus cosinus 2x égale 0. Puis ça m'a donné une solution, puis ça ne marchait pas. Ma courbe, c'est pas du tout. Et je n'ai pas trouvé d'erreur. La dérivée de sinus x étant cosinus x, pour moi, celle de sinus 2x c'était cosinus 2x. J'ai demandé à personne. Je restais avec cette contradiction dans la tête. Bon, je pensais à autre chose, je pensais aussi à jouer au ballon, mais un an après, j'ai appris la notation des différentiels de Leibniz. J'ai appris que ce n'était pas la dérivée que je devais écrire, je devais écrire que d de sinus x égale cosinus x dx. Une fois que j'ai écrit ça, la dérivée de sinus de x est devenue entièrement évidente, et mon cœur, mon cerveau a été libéré, j'ai trouvé ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un mathématicien, effectivement, de garder ça pendant un an et se sentir mieux physiquement quand c'est résolu. Et en géométrie, est-ce que vous avez un souvenir analogue en géométrie, disons, même si... Oui, j'ai un souvenir analogue en géométrie, je ne sais pas à quel âge. Je m'étais posé la question suivante, je prends une droite comme ça, puis un cercle qui est tangent à droite, et puis le cercle qui est de même rayon qui est tangent aux deux. Alors là, il y a un trou, et dans ce trou, vous pouvez mettre un petit cercle. Quel est le rayon du petit cercle? Après, je n'ai pas été fichu, je vais résoudre ça pendant longtemps. J'ai oublié comment j'ai fait finalement, mais c'était aussi une question que j'ai dû garder pendant un an ou deux, dans le coin de mon crâne. Une question gratuite. C'est la curiosité qui me fait marcher, ça c'est certain. Il n'y a pas de... C'est pas les applications à la science, c'est pas le bonheur de l'humanité. Et d'où vient la curiosité? C'est un mystère quand même. Je sais pas. Ouais, chez les êtres humains. Les petits garçons sont curieux quelquefois. Donc, entretenir cette curiosité peut-être... Ah ben je suis toujours aussi curieux. C'est le rôle de l'enseignant, peut-être. Vu que j'ai moi, cherché... j'ai pas eu besoin de... Non, ça n'a pas été l'enseignement qui m'a donné ça, c'était de moi-même ça. D'accord.
règle, disons, pour les autres qui n'ont pas peut-être, ou qui, Oui, pour oui, lesquels oui. il sommeille cette alors, curiosité peut-être. effectivement, pour l'enseignement, je trouve dommage qu'on n'énonce jamais des théorèmes sans démonstration, mais on vient de me dire au contraire que maintenant on ne donnait plus de démonstration. Et par exemple, le théorème de la progression arithmétique, on pourrait l'énoncer à des gens de terminale, c'est pas un énoncé difficile, et puis leur dire, ben allez-y, ou plutôt leur dire, n'y allez pas, mais réfléchissez si vous voulez, mais c'est pas facile. C'est dommage qu'il n'y ait pas des énoncés un peu difficiles qui soient énoncés comme ça. Le groupe des quaternaires plus vite. Le quiz contient un second ordre de quiz. Il contient un groupe qui est intégrable. D'ordre quiz. Il est égal à 1 qui est une parité affine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de prise en